voleuse, truqueuse, manipulatrice, qui tue avec beaucoup de sang-froid, ou mieux que ça, qui font tuer. Celle d'aujourd'hui a fait tuer sa cible par un autre, et pas n'importe quel autre, vous verrez. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre de Joël Baude en 2002 dans la région d'Évreux. Cette affaire, nous la débrieferons avec maître Jean-Paul Legendre, avocat au barreau d'Évreux. Bonjour maître. Bonjour. Vous étiez avocat de la défense dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Mathieu Fray. Europe 1, Christophe Ondelat. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc qui brûle là? Mais c'est une voiture qui brûle? Ça alors? À 2h du matin? J'espère qu'il n'y a personne dedans. Voyons voir. Putain, elle a complètement cramé la caisse. Voyons voir s'il y a quelqu'un dedans. J'espère que non. Non, ça va, il n'y avait personne. C'est quand même bizarre qu'elle brûle comme ça, cette voiture. Il n'y a même pas eu d'accident. Et même pas dans le fossé. Cet homme qui vient de découvrir cette voiture en feu le 5 décembre 2002 vers 2h du matin sur une petite route de campagne de la région d'Évreux, en Normandie, fonce sur le champ à la gendarmerie. Une fois sur place, les gendarmes éteignent les dernières flammes. La voiture est effectivement complètement carbonisée. Il ne reste plus que la carcasse fumante. Rien dans l'habitacle, rien non plus dans le coffre. C'est quand même bizarre, hein? C'est pas un accident, on dirait qu'elle a été garée là, cette voiture, sur le bord de la route. Si tu veux mon avis, c'est une voiture volée. Mais pourquoi on est venu la faire cramer là, en pleine cambrousse? Je sais pas, hein. Bon, ben voilà, c'est pas l'affaire du siècle. Un dépanneur vient chercher la carcasse et il va la déposer dans un garage. On cherchera tranquillement le nom du propriétaire à tête reposée. Fin de l'histoire. Ou plutôt, début d'une autre histoire, nettement moins banale. Le lendemain, en début d'après-midi, une femme se présente à la gendarmerie voisine. Elle est sans nouvelles de son mari depuis la veille au soir. Et il s'appelle comment votre mari? Joël. Joël Baude. B-A-U-D-E. Et vous? Nadine Baude. Le mari est boucher. Il travaille en région parisienne. Hier, il a pris la route très tôt, vers 2h du mat' avec la voiture de leur fils. Il devait rentrer ce matin à 10h, et il est 14h, et il n'est toujours pas là. Une remarque au passage. C'est une drôle de démarche que fait cette femme. Son mari a 4 heures de retard, mais c'est un grand garçon de 45 ans. Elle a du pot que les gendarmes ne l'envoient pas bouler. Mais ils ont bien raison de l'écouter, jusqu'au bout. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il avait pas mal de liquide sur lui. J'espère qu'il ne lui est pas arrivé quelque chose à cause de ça. Combien de liquide? Vous le savez? Oh, dans les 4000 francs, je pense. Là encore, pardon, mais ça n'est pas non plus une fortune. 4000 francs, ça fait un peu plus de 800 € d'aujourd'hui. Et là, elle rajoute quelque chose d'assez étrange. Ah oui. Je sais aussi qu'il prend régulièrement en stop un jeune homme de 27 ans, je crois. Jean-Philippe, je crois qu'il s'appelle. Et je crois que c'est un garçon qui a pas mal de problèmes d'argent. D'après ce qu'il m'a raconté. Hein. Bizarre, non? On dirait qu'elle désigne un possible coupable. Mais coupable de quoi? Ça les titille, ça, les gendarmes. Cette femme qui s'inquiète de son mari disparu depuis 4 heures seulement. Cet argent liquide qu'elle désigne comme possible mobile. Mais de quoi? Eh ben, on sait pas. Et ce Jean-Philippe qu'elle semble désigner comme un suspect de... Eh ben, on sait pas non plus.
Et donc il est parti avec la voiture de votre fils, c'est ça? Oui. Vous auriez l'immatriculation et le modèle? Oui, bien sûr, c'est une Peugeot 205. Et l'immatriculation... Attendez, j'ai ça quelque part. Attendez. Voilà. 32 VG 27. Bon, d'accord. Écoutez, je note. On va faire des recherches. Et pour conclure cet entretien un peu surréaliste, la Miss qui s'appelle donc Nadine Baud raconte 2 ou 3 choses sur elle et sur son couple. Elle est ambulancière. Elle a 42 ans. Avec son mari disparu, ils ont un grand garçon de 21 ans qui s'appelle Jérôme et qui est étudiant en médecine et chercheur à l'Institut Pasteur. 21 ans. Chercheur. Il n'a pas traîné, hein, le gamin. Et puis elle livre un dernier élément assez touchant. Depuis quelques mois, j'ai un cancer de la peau. Je suis soigné à l'hôpital Gustave-Roussy à Villejuif, en région parisienne. Je sais pas si vous connaissez. Si, on connaît. C'est l'hôpital de référence pour la prise en charge du cancer en France, le NEC plus ultra. Cette femme a l'air un peu chelou, mais si elle a un cancer, ma foi, ça peut se comprendre qu'elle perde un peu pied. La suite, je suppose que vous l'avez anticipé dans votre petite tête de Colombo du dimanche. La voiture retrouvée calcinée sur le bord de la route. Eh bien, c'est celle que conduisait Joël Baud, la bagnole de son fiston, à un détail près. Sa femme avait dit que l'immatriculation était 32 VG 27 et c'est 32 VJ 27. Ça peut arriver. Donc, à partir de ce moment-là, l'affaire change de braquet. On a un disparu et une voiture cramée. Finalement, elle n'est pas banale, cette affaire. Et les amis de Joël Baud, alors? Et les collègues de la boucherie? Qu'est-ce qu'ils ont à dire sur la disparition de leur pote? Sa femme vous a dit qu'il prenait régulièrement un autostoppeur quand il allait à Paris? Il m'en a jamais parlé de ça. Moi, je crois qu'il prenait personne en stop. Il me l'aurait dit. Le prénom de Jean-Michel ne vous dit rien? Oh non. Strictement rien du tout. Les gendarmes interrogent ensuite le fiston, Jérôme. Il n'était pas là. Il était en week-end avec sa copine dans un Center Park. Il n'a jamais entendu parler, lui non plus, d'un garçon que son père prenait en stop. Et voilà, on est bien barré avec ça. Cela dit, il reste la voiture. Est-ce que la carcasse carbonisée peut livrer des indices? Peu probable. On va voir. Des experts débarquent au garage où elle est entreposée. Oh, je vois pas bien. Je vois pas bien ce qu'on va pouvoir tirer de ce tas de tôle, hein. Mais bon, on y va. Toi, tu explores l'avant, moi, je m'occupe de l'arrière. Allez, c'est parti. L'opération consiste à gratter le sol. Tout a brûlé. Les sièges, le tableau de bord, les ceintures de sécurité, tout. Sur le sol de la 205, il n'y a que des cendres et du charbon. Les vitres ont bien sûr explosé avec la chaleur. Hé, tu peux venir m'aider à dégager le pare-brise là à l'arrière? Le pare-brise explosé recouvre la carcasse des sièges arrière. Mais qu'est-ce que c'est ça, bordel? Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est un amas de chair calcinée. C'est un cadavre, mesdames et messieurs. Enfin, ce qu'il en reste. Un morceau de barbaque d'environ 90 cm. Un crâne et ce qui ressemble à une cage thoracique. Et c'est tout. Il est là, Joël Baud. Et on referme tout de suite la piste de l'accident. Il n'y a pas eu de choc. La voiture était garée sur le bord de la route. Moitié sur le bas-côté et moitié sur la chaussée. Et puis le cadavre est à l'arrière. Il n'est pas au volant. Cette voiture, on l'a amenée là et on y a mis le feu pour tenter de faire disparaître le corps de Joël Baud. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Si l'homme qui est passé sur la route n'avait pas appelé les pompiers, si les pompiers n'avaient pas éteint les flammes, on n'aurait peut-être rien retrouvé du tout.
À l'Institut médico-légal, le légiste confirme qu'il s'agit bien de Joël Bonne. On s'en doutait. Mais l'autopsie révèle une chose terrible. Cet homme, messieurs, était vivant quand on l'a mis le feu à la voiture. Vivant? Il respirait encore? Il respirait, oui. On a retrouvé des résidus de suie dans ses sinus. Ça alors? Autre chose. Cet homme a été battu. On a une marque de coup encore visible sur la nuque et probablement aussi sur la bouche, mais c'est moins évident. Disons que c'est moins certain. Vous voyez le travail? On a battu Joël Bonne. On l'a mis probablement inconscient à... Est-ce qu'à ce stade, Nadine Baude est considérée comme suspecte? Bah oui, évidemment. Pour toutes les raisons que je vous ai déjà indiquées. Son empressement à déclarer la disparition de son mari, la désignation d'un suspect, ce stopper qui manifestement n'existe pas. Alors oui, à ce stade, l'hypothèse qu'elle ait tué Joël existe. Et donc, elle est placée sur écoute. Et un matin, une semaine après le drame, on l'entend appeler un monsieur. « Comment ça va, ma chérie ? Oh, c'est pas évident à gérer tout ça, mon cœur. » Oh chérie, madame a un amant. Et grâce au téléphone, on sait très vite de qui il s'agit. Il s'appelle Jacques. Et l'enquête révélera qu'il a eu un accident de voiture il y a 1 an, que Nadine l'a transporté dans son ambulance pour aller à ses séances de rééducation. Et que voilà, crac, Joël étant toute la semaine en région parisienne dans sa boucherie, Nadine s'est installée dans une double vie. Du lundi au vendredi avec son amant et le week-end avec son mari. Et pour vous dire à quel point tous les deux se projetaient dans l'avenir, dans les semaines qui ont précédé le meurtre de Joël, Nadine et son amant ont acheté une maison tous les deux. Enfin, ils ont signé le compromis. Ils devaient signer l'acte définitif 2 jours après le meurtre. Les gendarmes se mettent à les filocher tous les deux, discretos. Je les ai en visio. Figure-toi qu'il y a son fils Jérôme qui est avec eux. Le fils se balade donc avec sa mère et son amant 1 semaine après l'assassinat de son père. Il n'a pas de cœur, ce gosse. Alors, voyons ce que disent les téléphones de ces 3-là la nuit du crime. Officiellement, Nadine Baude dit qu'elle est restée chez elle et qu'elle n'en a pas bougé. Eh bien, elle a menti. Elle n'est pas chez elle, hein. Elle est à 10 km de chez elle, ici, à Vernon. Et c'est pas tout. Son fils Jérôme nous a dit qu'il était en week-end au Center Park de Verneuil-sur-Arve, avec sa copine Élodie, je crois. Son portable le situe bien là-bas. Donc, a priori, il n'a pas menti. Sauf que dans la soirée, Élodie l'appelle. Ce qui est quand même bizarre, hein, puisqu'ils sont censés être ensemble. Et elle, elle n'est pas du tout au Center Park. Son portable accroche la même borne téléphonique que Nadine Baude. Ça veut dire que la petite copine était avec la mère et qu'elle serait dans le coup. Si tu veux mon avis, ça veut dire que le gamin, Jérôme, il a échangé son portable avec sa petite amie. Et que c'est lui qui était avec sa mère. Jérôme? Eh oui, le gentil Jérôme. C'est un tremblement de terre dans cette enquête. C'est une hypothèse de fou. Nadine aurait tué son mari Joël avec l'aide de son fils. On commence à avoir assez d'éléments pour placer Nadine, son fiston Jérôme et sa petite copine Élodie en garde à vue. Et l'amant, Jacques, qui tombe des nues. Vous me dites que Nadine, elle est soupçonnée du meurtre de son mari, c'est ça? Mais, de quel mari vous parlez? Elle m'a dit qu'elle était divorcée depuis 20 ans. Eh bien, elle vous a menti, monsieur. Elle n'est pas du tout divorcée. Son mari était en région parisienne la semaine. Il travaillait là-bas, mais il passait tous ses week-ends avec elle.
Vous ne la voyez pas le week-end? Non. Elle me disait que le week-end, elle prenait des cours pour devenir infirmière. Moi, je la croyais. Et c'est pour ça qu'on se voyait pas, quoi. Eh bien, elle vous a menti. Elle passait tous les week-ends avec son mari. Ça alors? J'en reviens pas. Il tombe sincèrement de l'armoire, Jacques. Nadine Baude est maintenant face aux gendarmes. Elle n'a pas l'air du tout effondrée par les soupçons qui pèsent sur elle. Elle est stoïque. Elle ne voit pas pourquoi on la dérange. On vous dérange, madame, parce que vous nous avez menti sur votre emploi du temps, la nuit où votre mari a été assassiné. Menti sur quoi? Vous n'étiez pas chez vous, madame. Votre téléphone portable borne à Venon, à 10 km de chez vous. Bon, d'accord, là-dessus, je vous ai pas dit la vérité. J'étais pas chez moi, mais ça change rien. Enfin, Joël est parti de chez nous cette nuit-là à 2h du matin pour aller travailler à Paris. Ce qui s'est passé après, moi, j'y suis pour rien. Ok. Voyons ce que les deux autres, son fils Jérôme et sa petite copine Élodie, racontent sur la nuit du crime. Élodie d'abord. La nuit du crime, vous avez dit, mademoiselle, que vous et votre ami Jérôme étiez en week-end avec des copains au Center Park de Verneuil-sur-Avre, c'est ça? Or, nous avons des raisons de penser que vous n'y avez pas passé tout le week-end. En tout cas, que Jérôme n'y a pas passé tout le week-end. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, mademoiselle? C'est vrai, Jérôme n'a pas passé tout le week-end avec nous. Il est parti le samedi dans l'après-midi et il est revenu le lendemain matin. À quelle heure? 4h du matin, je dirais. Et vous l'avez vu rentrer? Oui. Comment était-il? J'ai failli pas le reconnaître. Il n'avait plus son collier de barbe, il s'était rasé. Et il sentait le brûler. Il m'a dit qu'il s'était cramé en allumant le barbecue avec ses parents samedi soir. En allumant le barbecue ou un feu dans une Peugeot 205. On vient de faire un pas de géant. Et maintenant, allons voir comment Jérôme se dépatouille avec tout ça. Pardon de vous poser une question, jeune homme. Je vous regarde là et je me dis, qu'est-ce qui vous est arrivé au niveau de votre barbe? Il y a comme des trous dedans. Ma barbe? Oui, votre barbe. Votre petite amie Élodie nous a dit que vous vous êtes brûlé à l'occasion d'un barbecue, c'est ça, un barbecue qui a eu lieu, c'est étonnant, vous en conviendrez, donc la nuit ou le soir du meurtre de votre père. Vous avez vraiment fait un barbecue cette nuit-là, monsieur? Que voulez-vous qu'il réponde? Bien sûr que non. Il est fragile, Jérôme. Il est brillant puisqu'il est étudiant en 3e année de médecine à 20 ans. Mais il est fragile. Alors il raconte. Le samedi, j'étais au Center Park et ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, je suis inquiète, je crois que ton père a découvert ma relation avec Jacques et elle a ajouté, ça va mal se passer. Et comme elle avait l'air d'avoir très peur, alors je suis allé à la maison pour la soutenir, quoi. Et vous avez échangé votre téléphone avec celui de votre amie Élodie? Ouais, voilà. Et donc je suis arrivé à la maison, et puis mon père est arrivé, je dirais une demi-heure après. Et ça m'a surpris parce que ça avait l'air d'aller, quoi. On a même pris l'apéritif tous les trois. Et puis à un moment donné, il s'est levé et il a dit qu'il était au courant pour maman et pour Jacques. Et toi, Jérôme, pourquoi tu m'as pas dit que maman avait un amant? Pourquoi tu me l'as pas dit? Il était
très en colère. Alors, on a commencé à se battre. Et pour me défendre, j'ai attrapé une bûche. Et je lui ai mis un coup derrière la tête. Et là, ma mère, elle est descendue au garage. Et elle a vu mon père qui était étendu par terre. Elle a pris son pouls et elle a vu qu'il était mort. Et nous, on s'est mis à paniquer, quoi. Personne croirait que c'est un accident. Alors, on a décidé de faire disparaître le corps. On l'a chargé dans la voiture. Et puis on est parti. Maman était au volant de la 205 et moi, je la suivais avec sa voiture. On a roulé, je sais pas, une trentaine de kilomètres. On s'est arrêté près d'un bois. On avait pris un jerrycan d'essence avec nous. Et je l'ai vidé sur la 205 et puis j'ai mis le feu. Quelle heure était-il? 2 heures du matin. Après, j'ai ramené ma mère à la maison. Je me suis douché. Je me suis changé. J'ai rasé ma barbe brûlée et puis je suis retourné au Center Park. Donc, c'est une dispute entre le père et le fils qui a mal tourné. Et Nadine finit par confirmer qu'elle était là, en disant que c'était un accident et que la destruction du cadavre par le feu n'était qu'utilitaire. Mais tout ça suffit à les envoyer en prison, tous les deux. Du fond de sa cellule, le jeune Jérôme Baude écrit tous les jours à sa mère. C'est la première fois de sa vie, vous entendez, la première fois qu'il est séparé de sa mère. Le week-end au Center Park était son premier week-end sans maman. 21 ans. C'est important de savoir ça quand il va s'agir de départager les responsabilités de l'un et de l'autre dans le crime. Ma chère maman, je suis très inquiet pour toi. Et sache que je vais autant que je peux à la messe de la prison pour prier pour toi. J'espère te revoir vite. Il me tarde qu'on regarde la télé ensemble, comme avant, et qu'on fasse des dodos tous les deux, comme autrefois. Eh oui, le garçon a fait des dodos avec sa maman jusqu'à l'âge de 16 ans. Je t'aime à l'infini, maman. Et il dessine sur ses lettres des fleurs et des petits cœurs, comme un gamin de 7 ans. Que conclure de tout ça? Eh bien que Nadine est une mère castratrice, comme on dit, qu'elle l'a maintenu dans une forme d'immaturité et de soumission. Alors certes, a priori, c'est lui qui a donné le coup de bûche, c'est lui qui a mis le feu à la 205. Mais est-ce qu'on peut la dédouaner pour autant? Pas sûr. Pas sûr du tout. Maman, elle m'a raconté depuis quelque temps que papa était violent avec elle et qu'il l'a frappée. Alors moi, j'ai jamais rien vu, mais quand même, j'étais très inquiet pour elle. Alors, quel est le vrai rôle de Nadine Baude dans le meurtre de son mari? Eh bien d'abord, on découvre qu'il y a quelques années, 14 ans environ, Joël a déjà failli mourir. Et là, c'est pas la faute de Jérôme, il avait 6 ans. C'est la sœur de Joël qui raconte cet épisode aux gendarmes. Un jour, il a fait un malaise, mais important comme malaise. Et alors, à l'hôpital, ils ont trouvé des médicaments dans son sang, figurez-vous. Et Joël, il prenait pas de médicaments. Bon, alors, on a dit que c'était une tentative de suicide, mais il n'était pas du tout dépressif, Joël.
Et en fouillant le dossier médical de Joël, les gendarmes découvrent qu'il a fait 2 autres malaises cette année-là. Et qu'à l'époque, c'est Nadine qui lui préparait ses sandwichs quand il partait travailler à Paris. Alors bien sûr tout ça, il n'y a pas de preuve. Mais quand on se pose la question de la responsabilité de Nadine dans le crime, disons que ça éclaire la scène d'un nouveau jour. À part ça, Nadine se révèle être une menteuse de première peau. Vous savez déjà qu'elle a menti à Jacques, son amant, en lui faisant croire qu'elle était divorcée depuis 20 ans. Eh bien, sachez qu'elle n'a pas non plus de cancer. Et on ne la connaît pas à l'Institut Gustave Roussy. Même son fils y a cru. Et elle l'a laissé le croire. Mais il n'y a pas qu'elle qui mentait dans cette famille. Le pauvre Joël mentait lui aussi. Au lieu de boucher, il lui arrivait de dire qu'il était vétérinaire. Et Jérôme le fiston, lui aussi, ment. Parce qu'il n'est pas du tout étudiant en médecine, et encore moins chercheur à l'Institut Pasteur. Il y travaille, mais comme employé, via une agence d'intérim. Le procès de la mère et du fils a lieu en avril 2006 à Évreux. Dans le box, Nadine Baude a le regard glacial, alors que son fils Jérôme, à côté d'elle, est tout ratatiné sur son banc. Et on commence par l'énoncé des mensonges. Vous prétendiez aussi, madame, que vous vous appeliez Nadine de Morel. Alors de fait, votre nom de jeune fille est Morel, mais sans particules. C'est pas vrai. À l'origine, mon nom était bien de Morel. C'est juste qu'un de mes ancêtres a vendu sa particule à la Révolution. Je peux vous dire que ça fait bien marrer dans la salle d'audience. Cette femme est une menteuse pathologique. Et vous, monsieur Jérôme Baude, pourquoi avoir dit que vous étiez étudiant en médecine et chercheur à l'Institut Pasteur alors que c'était faux? Parce que c'était comme ça qu'on faisait à la maison. Pour vous dire, quand j'ai eu mon BEP, mes parents, ils ont fait une fête à la maison pour fêter mon bac, comme si j'avais eu le bac. Ce procès se déroule dans le cadre d'un assassinat. À la fin de l'instruction, le juge a conclu qu'il y avait préméditation, que la mort de Joël Baude n'était pas un accident. Jérôme Baude, je pense personnellement que ça n'est pas un accident. Et vous, qu'en pensez-vous? Je l'ai frappé avec la bûche quand il avait le dos tourné. Voilà comment ça s'est vraiment passé. Mais je voulais pas le tuer. Peut-être, mais ça n'est pas exactement le même scénario que celui qu'il a décrit pendant l'instruction. Cela dit, le légiste vient redire à la barre que le coup de bûche n'était pas mortel, puisque la victime respirait encore quand on a mis le feu à la voiture. Madame Baude, vous ne vous êtes pas aperçue que votre mari respirait encore quand, avec votre fils, vous l'avez chargé dans la voiture? Pourtant, vous êtes ambulancière. Non. Non, et je peux vous dire que si on s'en était aperçu, Jérôme et moi, on aurait appelé du secours. Ou pas. Jérôme Baude, pourquoi avez-vous échangé votre téléphone avec votre petite amie Élodie avant de rejoindre votre mère le soir du meurtre? C'est ma mère qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. D'accord. Ça voudrait donc dire qu'elle avait l'intention de le tuer ce soir-là, ou de vous faire tuer votre père. Oui. Disons que elle voulait s'en débarrasser. Ça, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est la synthèse que l'avocat général fait lors de son réquisitoire à la toute fin du procès. Vous êtes, Madame Baude, l'instigatrice machiavélique du meurtre de votre mari.
Une perverse manipulatrice qui s'est servie de son fils. Dès lors, je requiers une peine de 30 ans de prison pour Madame Nadine Baud et de 15 à 20 ans pour son fils Jérôme Baud. Et les jurés suivent son raisonnement. Nadine Baud, qui n'a pas donné de coup de bûche, qui n'a pas mis le feu à la voiture, prend 25 ans de réclusion criminelle. Alors que son fils Jérôme, qui a donné le coup de bûche, qui a mis le feu, prend moins de la moitié, 12 ans. Voilà la vérité de ce dossier. Jérôme a été instrumentalisé par sa mère. Passionnante histoire que nous allons débriefer avec vous. Maintenant, Maître Jean-Paul Legendre, vous étiez dans ce dossier l'avocat de Jérôme Baud. Ce verdict quand même est assez incroyable. 12 ans pour votre client, 25 pour elle. Honnêtement, vous espériez un tel résultat ? Alors, c'était un résultat qui paraissait conforme. Moi, à l'idée, je me faisais du dossier. Il est certain que le contraste des personnalités s'est accentué au cours de l'audience, avec quelqu'un qui a une personnalité très forte, qui était la maman, ça s'est apparu, qui a pu apparaître aussi comme effectivement très calculatrice, dominante, alors que Jérôme, manifestement, était quelqu'un, très honnêtement, qui donnait tous les signes de la douceur, presque d'une certaine innocence, mais vous l'avez bien rappelé. Et je crois que ça s'est tellement apparu que ça s'est ressenti dans le verdict. Avec cette incidence aussi, c'est que les deux accusés ne se sont jamais accablés l'un l'autre. Ils cherchaient plutôt à se protéger. Jérôme n'a jamais rien dit qui soit néfaste à sa mère, et il faut reconnaître que Madame Baud également n'a jamais dit quoi que ce soit qui pouvait nuire à son fils. Ça n'a pas facilité votre travail, ça, Maître Legendre, parce que évidemment, vous, en tant qu'avocat de la défense, votre intérêt, c'était de la charger elle, et vous n'avez pas pu. Oui, mais on ne peut pas non plus aller outre la volonté claire de son client. Hein, si vous voulez, il y a un moment où voilà. Et en plus, moi, j'ai misé sur le fait que Jérôme avait tout intérêt à plaider la vérité, et la vérité de ce qu'il était, de ce personnage, qu'on comprenne bien que lui, qui effectivement matériellement avait porté les coups, en fait, n'était que l'ombre portée d'une autre personnalité. Je reste persuadé que sa mère ne lui a jamais intimé d'assassiner son père. Hein. Je crois que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, hein, comme influence de l'un sur l'autre. Madame Baud, faut reconnaître, c'est quelqu'un qui, moi, m'est apparu comme étant intelligent. Alors intelligent avec probablement des failles de comportement, et avec un don que tout le monde n'a pas, ce don de dominer les autres. Ça, c'est flagrant. J'ai rarement rencontré des gens avec on peut dire cette sorte de qualité. Ça serait une qualité si elle ne l'avait pas employée à autre chose. Alors, qui est à l'origine du monde de mensonges dans lequel vivait cette famille? Parce qu'on citerait d'autres exemples. C'est pas le petit. Ça peut pas être le petit, c'est forcément les parents. C'est pas le petit, mais manifestement tout le monde, y compris la malheureuse victime, tout le monde s'était coulé dans cette idée. Moi, je me souviens de l'ébahissement d'un ami très très proche de la victime quand il a appris à l'audience ce que racontait Monsieur Baud de sa situation. Il était très surpris qu'il ait pu mentir de cette façon-là. Je pense que c'était un brave homme. Hein. C'est-à-dire dire qu'il était vétérinaire alors qu'il ne l'était pas. Oui, mais il y a d'autres. Oui, c'était la chose la plus grande. Mais la famille avait besoin de vivre dans l'illusion de ce qui était perçu. Par exemple, ils étaient locataires de la maison qu'ils s'occupaient, mais pour tout leur entourage, ils en étaient les propriétaires. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils avaient effectué des travaux qui, en général, sont effectués par les propriétaires et pas par les locataires, même les plus consciencieux, si vous voulez. Est-ce que Jérôme émet des regrets quant au rôle qu'il a joué et est-ce qu'il verbalise le fait que sa mère l'a manipulé? Non, moi, alors c'est une histoire ancienne maintenant, il y a beaucoup de dossiers depuis. Jérôme
Oui, oui, je pense qu'il était malheureux de ce qui s'était passé. Maintenant, à l'époque du procès, manifestement, il n'avait pas encore coupé totalement le lien ombilical avec sa maman. Hein. Donc c'est compliqué quand même. C'est compliqué à gérer pour lui, parce que son intérêt à lui, à titre personnel, ça serait de la charger un peu, et il le fait pas parce qu'il l'aime, quoi. Toujours. Tout à fait. Et si vous voulez, je dirais un peu réciproquement. Moi, il y a une chose qui m'a quand même frappé, parce que, faut être honnête, elle apparaissait comme la méchante, comme l'instigatrice, etc. Et aussitôt après le verdict que vous venez de rappeler, vous savez que c'est traditionnel, les avocats, on va voir aussitôt nos clients, ne serait-ce que pour débriefer un tout petit peu. Et je les trouve tous les deux dans la même cellule, dans les bras l'un de l'autre, ce qui est un peu normal, hein, la mère et le fils, etc. Et elle prend la parole le premier, me regarde, et elle me dit, maître, si je fais appel, est-ce que ça remet en cause la décision pour mon fils? Et là, j'avoue qu'elle a remonté un peu dans mon estime, parce que elle a manifestement privilégié l'intérêt de Jérôme, qui avait tout intérêt à garder cette décision, au détriment d'une décision la concernant qui peut paraître